Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va traiter un exercice de diagonalisation de matrice à partir d'un endomorphisme que l'énoncé nous donne. Et en gros on va chercher les valeurs propres, puis les sous-espaces propres associés, etc., etc. Voilà, en fait on va faire l'exotype de diagonalisation de matrice à partir d'un endomorphisme. Alors juste avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une œuvre que je trouve absolument merveilleuse, enfin c'est incroyable, bref. C'est le troisième mouvement du concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach, qui est mon compositeur préféré, voilà. Alors je vais vous mettre juste un tout petit extrait et je vous mets les liens en description pour que vous puissiez aller écouter en entier, si vous voulez, cette œuvre magistrale, avec les trois mouvements, si vous voulez. Et je vous mets aussi en description les manuscrits de Bach, comme ça vous pourrez aller voir comment est-ce que Bach écrivait, mais c'est du délire, quoi, parce qu'il n'y a vraiment aucune rature, c'est assez dingue, quoi. Alors c'est parti, voilà l'énoncé. Alors d'abord, on nous définit f qui va de R3 dans R3 et qui a tout triplé x, y, z associé là, ce gros triplé, j'allais dire, première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Alors là, je ne l'ai pas écrit, mais l'énoncé l'explicite. F, c'est un endomorphisme de R3. Et ça, il faut savoir le démontrer. Je vous renvoie aux vidéos précédentes si vous ne savez pas ce que c'est qu'un endomorphisme, qui est une application linéaire d'un espace vectoriel dans ce même espace vectoriel. Là, on part de R3 parce que vous avez un triplet et on arrive bien dans R3 parce que vous avez bien 1, 2, 3, vous avez bien un triplet et votre application en plus elle est linéaire. Et ça il faut savoir prouver que f est linéaire. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors d'abord on a f l'endomorphisme qui est défini comme ça et ensuite on nous donne b là. E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3. Alors là, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, en voyant E1, E2, E3 écrit comme ça, ils se disent que ça, c'est un triplet de réel. Absolument pas. Faites très attention à ça. La base canonique de R3, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Voilà, E1, E2 et E3, qui sont ces trois vecteurs-là, c'est bien là, ces trois vecteurs qui sont juste là. Alors ensuite, ils définissent A, qui est égal à la matrice de F dans la base B, et première question, on nous demande de déterminer le spectre de A. Alors là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on nous demande le spectre de A, mais c'est la même chose que nous demander le spectre de F. Et oui, c'est la même chose, puisque A, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice représentative de F dans une certaine base. Bon, ici, c'est la base canonique. Ça aurait pu être n'importe quelle base. Ça, c'est super important de l'avoir en tête. Le spectre d'un endomorphisme, c'est le même que le spectre de n'importe laquelle de ces matrices associées dans n'importe quelle base. C'est-à-dire que là, on est dans la base B, le spectre de A sera le même que le spectre de F. Mais si on avait été dans une base B', et le spectre de cette matrice, qu'on n'a qu'à appeler, je sais pas, C, ça aurait été le même que le spectre de F, qui aurait été du coup le même que le spectre de A. Très important ça. C'est un peu ça la magie des spectres. Oui, mais alors là, on nous demande du coup le spectre de A. Mais A, on ne l'a pas. On nous le définit ici, il va falloir créer cette matrice A. Il va falloir la créer. Alors c'est parti. Alors A, comme on l'a dit, c'est la matrice représentative de F dans la base B. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Je vous renvoie au cours si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Alors déjà, ça va être une matrice 3, 3. Et les trois colonnes de vos matrices, elles vont recenser les coordonnées de F de E1, F de E2 et F de E3 par rapport à E1, E2, E3. Voilà, comme ça pour schématiser. Alors on va prendre un exemple ici pour F de E1. Alors F de E1, qu'est-ce que c'est? C'est F de 1, 0, 0. Comme ça, et oui, puisque E1, c'est tout simplement le vecteur 1, 0, 0. Là, je l'ai écrit en ligne. Vous pouvez aussi très bien l'écrire en colonne ici. Il n'y a pas de problème avec ça du moment que vous restez simplement avec des vecteurs. Alors c'est parti, calculons F de 1, 0, 0. 1, 0, 0, c'est quand x vaut 1, y vaut 0 et z vaut 0. On n'a qu'à remplacer là-dedans et on va trouver. Là où on va avoir un 1, là vous allez avoir 0, donc la première coordonnée ça va être un 1. Là ici la deuxième coordonnée, qu'est-ce que ça va être? Ça va être moins 2 fois 1 plus 0 plus 2 fois 0, donc là vous allez avoir moins 2. Et là vous allez avoir moins 2, parce que c'est moins 2 fois 1, 0, donc voilà. Donc en fait ce que vous allez avoir, vous allez obtenir un triplet qui est celui-ci, 1, moins 2, moins 2. Donc ce triplet, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une fois E1, moins 2 fois E2, moins 2 fois E3. Donc ça veut dire que là, la coordonnée de f de E1 par rapport à E1, c'est tout simplement 1. La coordonnée de f de E1 par rapport à E2, c'est tout simplement moins 2. Coordonnée de f de E1 par rapport à E3, c'est
moins 2 comme ça. Voilà. Alors on va aussi le faire pour f de E2 maintenant. Alors f de E2 c'est f de 0, 1, 0, on se rappelle parce que E2 c'est bien le vecteur 0, 1, 0. Alors là on regarde dans la formule de f et on n'a qu'à remplacer maintenant les x par 0. Vous voyez, x prend la valeur de 0, y va prendre la valeur de 1 et z va prendre la valeur de 0 là dans la formule qui est ici. Donc là on va avoir moins 2, 1, moins 2, parce que là, vous allez avoir 0 au niveau des x et des z, donc vous n'avez plus qu'à avoir moins 2, 1 et moins 2. Voilà, c'est bon. Donc on obtient ce triplet, c'est-à-dire en fait moins 2 fois E1 plus une fois E2 moins 2 fois E3, tout simplement. Donc là, les coordonnées de f de E2, ça va être quoi? C'est moins 2 fois E1, moins 2 qui est ici, plus une fois E2, le 1 qui est là, et moins 2 fois E3, le moins 2 qui est juste ici. Alors maintenant, je pense qu'on a compris la logique. Et pour f de E3, qu'est-ce que ça va être? Ça va être f de 0, 0, 1. Donc là, on va remplacer les x et les y par des 0, et les z vont prendre la valeur de 1. Et donc f de 0, 0, 1, ça va tout simplement être 2, 2, 5. Voilà. Donc on remplace 2, 2 et 5. Donc voilà, la matrice A, c'est celle-ci. Et maintenant, on va chercher son spectre. Alors voilà, j'ai recopié la matrice A qui est ici. C'est la matrice représentative de F dans la base B, c'est-à-dire la base canonique de R3. Alors maintenant, on va déterminer son spectre. Et là, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'un réel lambda appartient au spectre d'une matrice si et seulement si A moins lambda I, donc moins lambda fois la matrice identité, est non inversible. Ça, c'est du cours, il faut vraiment le savoir. Et il faut aussi savoir le démontrer. Ça se démontre par l'absurde. Voilà, donc on prend un réel lambda et on dit que lambda appartient au spectre de A si et seulement si, ce qu'on a dit, A moins lambda I est non inversible. Alors on va calculer d'abord A moins lambda I. Voilà, A moins lambda I, c'est cette matrice-là. Et alors là, nous, ce qu'on va essayer de savoir, c'est pour quelle valeur de lambda est-ce que cette matrice-là est non inversible. Donc ce qu'on va chercher, évidemment, c'est une réduite de Gauss de cette matrice-là. Et là, faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se lancent directement dans une méthode du pivot de Gauss en prenant 1 moins lambda comme pivot. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont utiliser 1 moins lambda pour aller dégommer le moins 2 et le moins 2 qui sont ici, pour avoir des zéros juste là. Mais alors attention les amis, parce que on ne peut pas utiliser un pivot nul. Ça, c'est pas possible. Dans la méthode du pivot de Gauss, c'est pas possible, ça. Or, on ne connaît pas la valeur de lambda. Et lambda, elle va peut-être qu'il vaut 1, justement. Et s'il vaut 1, ça veut dire que le coefficient qui est ici vaut 0. Et donc, on ne peut pas utiliser ce coefficient-là comme pivot de Gauss. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va alterner L1 et L3 d'abord. Comme ça, on va être sûr d'avoir un pivot non nul. Ça va nous éviter de prendre le risque d'avoir un pivot nul en fait. Voilà, on arrive à cette matrice-là. Et là, j'ai marqué, vous voyez, qu'on a alterné L1 et L3. On a simplement switché là les lignes que vous retrouvez bien ici. Et là, vous avez un coefficient qui est bien non nul. Il n'y a pas de problème. Et le 1 moins lambda, on l'a refourgué à la troisième ligne. Voilà, comme ça, on est sûr que lui, il ne va pas nous faire suer. Alors là, juste un point au niveau de la rédaction. Il y a pas mal d'étudiants qui, là, entre cette matrice-là et cette matrice-là, font deux types d'erreurs. La première erreur, c'est de mettre un symbole d'équivalence entre ces deux matrices. Mais il n'y a pas d'équivalence entre ces deux matrices. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, vous avez des équivalences entre des propositions, vous vous souvenez? Une proposition P, une proposition Q, vous vous souvenez ces trucs-là? P implique Q, Q implique P, machin. Vous avez des équivalences entre des propositions, entre des égalités, par exemple. Mais là, il n'y a pas équivalence là entre vos deux matrices. Vous pourriez dire en revanche, cette matrice-là est non inversible, c'est équivalent à dire que cette matrice-là est non inversible. Ça, c'est vrai, parce que vous êtes bien face à deux propositions. Mais écrire que cette matrice-là est équivalente à celle-là, non, ça ne fonctionne pas. Donc là, il n'y a pas de symbole d'équivalence et il n'y a pas non plus de symbole d'égalité. Ça, c'est la deuxième erreur un petit peu plus grave, j'allais dire. Enfin, grave, tout est relatif. Mais disons que c'est le deuxième type d'erreur à éviter. La matrice qui est ici n'est pas égale à la matrice qui est là, bien sûr. Donc, il n'y a ni équivalence ni égalité. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour, entre guillemets, lier cette matrice-là à celle-ci? Eh bien, c'est ça. C'est le petit L1 qu'on intervertit avec L3. Parce que de cette façon-là, avec ça, vous indiquez à votre correcteur qu'est-ce que vous avez fait subir à cette matrice-là pour la transformer, entre guillemets, en celle-ci. Donc, pas d'équivalence et pas d'égalité. Alors, reprenons, maintenant qu'on est arrivé à cette matrice-là, là, on peut utiliser la méthode du pivot de Gauss en utilisant le moins 2 qui est ici, comme pivot non nul, il n'y a pas de problème pour aller dégommer là les deux termes qui sont juste ici. Alors je vais effacer A moins lambda I et je vais continuer ici. Alors j'ai commencé à écrire ma matrice. Là, la première ligne, on la recopie, il n'y a pas de problème. Alors là, il faut se dire, qu'est-ce qu'on va mettre là dans la deuxième ligne? Nous, on veut dégommer le moins 2 qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans L2, on va mettre L2 moins
L1. Parce que comme ça, ici, vous allez avoir un moins 2, moins 2. Donc, vous allez avoir un moins 2 plus 2. Vous allez avoir un 0. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, dans L2, on va mettre L2 moins L1. Et au niveau des coefficients, ça donne ça. 0, 3 moins lambda et moins 3 plus lambda. Je vous laisse faire les calculs si vous voulez vous en convaincre. Alors là, maintenant, un peu plus touchy, c'est qu'est-ce qu'on va mettre là pour la troisième ligne. Parce que là, le coefficient dont on veut se débarrasser, c'est quand même 1 moins lambda. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le moins 2 là pour aller dégommer le 1 moins lambda qui est là. Donc là, il faut réfléchir à combien de fois est-ce qu'on va prendre L3 et combien de fois on va ajouter L1 ou soustraire L1 pour réussir à là, c'est-à-dire ici, à avoir un 0 juste là. Alors ça, c'est de la gymnastique entre guillemets mentale, mais vous allez voir, on en prend vite l'habitude. Vous pouvez tout à fait le faire au brouillon, ça, en essayant avec des coefficients, mais vous allez voir, il n'y a rien vraiment de très compliqué. En gros, nous, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est-à-dire la valeur de x et de y, donc c'est des coefficients là, tels que, ça plus ça fait 0. C'est-à-dire combien de fois je vais prendre 1 moins lambda, par combien est-ce que je vais multiplier ça, donc c'est x ici, ok, plus par combien est-ce que je vais multiplier le moins 2, y, c'est par combien est-ce que je vais multiplier le moins 2 pour que ça me donne 0. 0, moi, je vais avoir un 0 ici. Bon, et là, en fait, il faut raisonner entre guillemets par symétrie. C'est-à-dire que là, vous avez un moins 2. Donc là, moi, ce que je vais faire juste là, pour x, je vais lui faire prendre, vous allez voir, la valeur de 2. OK. Et là, y, par symétrie entre guillemets, je vais lui faire prendre la valeur de 1 moins lambda, tout simplement. Comme ça. Et oui, parce que là, vous avez 2 fois 1 moins lambda, plus 1 moins lambda fois moins 2, mais sauf que là, comme vous avez un moins 2, le moins 2, il peut passer là, juste ici, enfin le moins, bien évidemment. Et donc là, vous avez 2 fois 1 moins lambda, moins 1 moins lambda fois 2, c'est-à-dire la même chose, et ça fait bien 0. Donc là, on comprend que dans L3, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Il va falloir qu'on mette 2 fois la ligne qui est ici, puisqu'on a besoin de 2 fois 1 moins lambda. Donc, on va prendre 2 fois L3 plus 1 moins lambda fois L1. Alors là, le moins qui est là, je vais le remettre ici pour qu'on le voit bien. Voilà, attention, c'est bien plus 1 moins lambda fois L1, puisque vous faites bien 1 moins lambda fois le moins 2 qui est juste là, qui est dans la première ligne. Voilà, dans L3, on va mettre ça. Le 2 qui est juste là, c'est bien le 2 qui est là, évidemment. Et le 1 moins lambda qui est devant L1, c'est le 1 moins lambda qui est ici et qu'on a trouvé là avec notre petite équation entre guillemets. Parce que comme ça, de cette façon, le coefficient qui est ici, il n'y a pas de problème, ce sera bien un 0. Ce sera bien un 0. Bon, alors là, en revanche, là et là, ça va se complexifier un tout petit peu, mais bon, rien de bien méchant. Et on arrive à ça. Donc un moins 6 plus 2 lambda, ok. Et là, un lambda carré moins 6 lambda plus 9. Alors je vous laisse encore une fois faire les calculs pour vous en convaincre. Et là, faites très attention parce que oui, vous allez avoir l'intervention d'un lambda au carré. Ça arrive très souvent que là, vous ayez un polynôme du second degré. Alors je vais effacer cette matrice-là et on va continuer juste là. Voilà, alors j'ai recopié les deux lignes qui sont ici, évidemment, parce que là, nous, ce qui nous intéresse énormément, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de nous débarrasser simplement là du coefficient qui est là. On a envie que le coefficient qui est juste ici prenne la valeur de 0. Et là, attention, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment utiliser la deuxième ligne et certainement pas la première, parce que si jamais vous utilisez la première ligne, là, le coefficient qui est ici, vous allez y mettre un coefficient par rapport à moins 2 à l'intérieur. Non, certainement pas ça. Là, vous allez polluer le 0 pour lequel vous vous êtes battu. Donc non, certainement pas. Le 0 qui est ici, on va le conserver grâce au 0 qui est là et on va essayer d'aller dégommer le terme qui est là grâce à celui-là. Alors je dis grâce entre guillemets, mais là le 3 moins lambda ne va pas vraiment agir comme un pivot comme tout à l'heure. Parce que là, il faut remarquer une chose vachement intéressante, c'est que là vous avez moins 6 plus 2 lambda. Donc on peut factoriser par 2, comme ceci. Et là on remarque une chose assez marrante, c'est que le coefficient qui est ici, c'est exactement moins 2 fois le coefficient qui est juste au-dessus. C'est une aubaine extraordinaire, qui n'arrive pas tout le temps. Là, ça a été bien voulu par l'énoncé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, dans L3, on va tout simplement mettre L3 plus 2 fois L2. Alors, si jamais on met effectivement dans L3 plus 2 L2, alors le coefficient qui est là, il n'y a pas de problème, ça reste bien 0, parce que vous allez avoir 0 plus 2 fois 0, pas de problème, ça fait, je vais dire à tête auto, mais ça fait 0. Là maintenant, ça fait exactement ce qu'on voulait, ça va faire 0. Et le dernier coefficient, ça va être lambda carré moins 4 lambda plus 3. Encore une fois, je vous laisse faire le calcul si vous voulez vous en persuader. Et là, c'est super parce que nous sommes arrivés finalement à une matrice triangulaire supérieure qui est une réduite de Gauss de A moins lambda I. Et donc, nous, on sait que A moins lambda I est inversible si et seulement si n'importe laquelle de ces réduites de Gauss est inversible. Donc on sait aussi que A moins lambda I est non inversible si et seulement si cette matrice-là
est non inversible. Or là, on est face à une matrice triangulaire, ça c'est super simple de savoir quand est-ce que cette matrice-là est non inversible, pour quelle valeur de lambda est-ce que cette matrice est non inversible. Il suffit d'aller regarder les coefficients diagonaux. Parce qu'il suffit simplement qu'il y ait l'un de vos coefficients diagonaux qui soit nul pour que votre matrice ne soit pas inversible, ok? Bon, là, on a un -2, lui, il ne pourra pas bouger, donc on s'en fiche, entre guillemets, un petit peu. Là, en revanche, on a un 3 moins lambda. Donc, si lambda prend la valeur de 3, ça veut dire que cette matrice-là est non inversible. Et là, vous avez un polynôme du second degré qui a deux racines qui sont 1 et 3. Là, bon, là, je vous laisse vous en convaincre aussi par le calcul, hein. Donc, ça veut dire que cette matrice-là est non inversible si et seulement si lambda prend la valeur soit de 1, soit de 3. On va passer à la rédaction. Voilà, ainsi, lambda appartient au spectre de A si et seulement si 3 moins lambda est égal à 0. Donc lui vaut 0. Ou alors, ça vaut 0. Et donc, le spectre de A est égal à 1, 3. Le 3, vous le retrouvez là et là aussi, hein. Et le 1, vous le retrouvez là-dedans. Et voilà, et maintenant, on va pouvoir diagonaliser la matrice A en allant d'abord chercher ses sous-espaces propres associés à vos deux valeurs propres qui sont 1 et 3. Voilà.